Et comme promis, je reviens donc sur ces Road to UFC. On va passer à l'événement des demi-finales qui auront lieu donc à Shanghai, dans l'UFC Institute, pas la grande salle où aura lieu l'événement de l'UFC Shanghai juste le lendemain. Il me tarde donc du coup de voir la suite, parce qu'on a suivi les quarts de finale. Là, on va voir les demi-finales, voir ce que vont devenir ces combattants. Une petite preview de cette soirée, plus quelques prédictions, bien sûr. Et se sont rajoutés effectivement d'autres combats, des petits bonus, on va en parler en fin de vidéo. Et je vais faire la preview, en fait, je ne sais pas vraiment dans quel ordre auront lieu les combats, donc je fais une preview par catégorie, en fait. Il y a les 4 catégories, flyweight, bantam, featherweight, lightweight, donc je vais faire comme ça. C'est Carito Johnson pour le radar de l'UFC. Donc concernant les demi-finales, et concernant les demi-finales en featherweight, ça sera d'un côté donc Keishiro Nakamura contre Kei-Wen Lee, et de l'autre côté donc Sébastien Zalé contre Chang Min-Yoon. Et Keishiro Nakamura contre Kei-Wen Lee, ça va être très particulier parce que les deux sont redoutables. Ils sont patients, ils choisissent leur frappe. Au niveau des leg kicks, on a de gros calf kicks chez le côté de Nakamura quand il passe en gaucher, et des gros ILK, des inside leg kicks du côté de Kei-Wen Lee, qui lui de toute façon est gaucher. Ils sont tous les deux donc patients, bonne gestion des distances, et en plus ils sont très vifs, alors très réactifs, très rapides. Du côté de Kei-Wen Lee, ça va être dans ses déplacements, ses frappes, ses entrées et ses sorties. Du côté de Nakamura, ça va être sur ses esquives et sur sa défense en lutte. Je ne pense pas que l'un ou l'autre d'ailleurs partent en lutte ici. Je ne pense pas qu'on voit des phases de grappling, on les a pas vues en tout cas en quart de finale. Au contraire, elles étaient plutôt tendance de manière défensive et à vouloir rester debout. On a vu effectivement au niveau des highlights qu'il y a l'uppercut en contre-entrée de Kei-Wen Lee qui était préparé. De même, on a eu du côté de Nakamura, encore une fois, un piège où il laisse son adversaire se jeter sur lui. C'était contre Park, Eugene Park, et qui avait tendance justement à chercher à lutter, sauf qu'au lieu de sprawl, il se prépare, il se met loin devant lui, il attend qu'il vienne shooter et il lui envoie ce genou en pleine face. Alors ça va être intéressant ici parce que les deux donc justement sont redoutables là-dessus, ils vont attendre ces moments-là pour frapper. Nakamura a plutôt tendance à avoir des frappes larges pour attaquer le visage. Par contre, il va avoir des 1-2 au corps assez répétés. J'ai du mal à déterminer là, dans ce match-up, lequel des deux va l'emporter. Si je devais choisir, je dirais Kei-Wen Lee. De l'autre côté, ça va être donc Zalé contre Yoon. Et là, c'est pareil, c'est assez intéressant. Les deux de très bons combattants. Je m'étais dit à la fin, quand j'ai vu l'annonce là, des demi-finales, que Zalé pourrait l'emporter en mettant plus de volume. Zalé, sa particularité, c'est qu'il a un rythme limite métronomique où il va envoyer une frappe, mais ce sera jamais forcément la même frappe. Ça peut être juste un kick ou quelque chose comme ça, juste pour éviter en fait que l'adversaire impose son jeu ou commence à se développer sur ses attaques, aller à l'offensive. Il doit tout le temps rester sur la défensive, ça va l'obliger tout le temps à faire ça. C'est assez, je pense, enquiquinant, surtout sur un adversaire qui va rester de face. À voir comment ça va se passer ici, parce que sur le papier, ce qu'on a vu pour l'instant, Zalé apprécie beaucoup travailler sur les crochets au corps qui sont très forts, très solides, mais il faudra pas forcément se défendre sur les coups au corps puisqu'il va aussi envoyer des high kicks, il va travailler les leg kicks, il va travailler également des combinaisons au visage, donc c'est 1-2, c'est 2-1, c'est toujours très varié, il peut arriver aussi par en dessous pour les envoyer. Il a une très bonne gestion de l'espace. Niveau défensif en lutte, tout est là, vraiment une défense de takedown qui est très solide. Il a aussi également une bonne lecture sur l'adversaire. Il travaille sur les contre-entrées. Donc là, il peut cueillir ses adversaires. Yoon, de son côté, on l'avait signalé déjà pendant les quarts de finale. Il a 2 défaites en carrière. Les 2 sont des KO TKO. Donc on peut douter de son menton, sauf qu'il a montré pendant les quarts de finale qu'il avait un bon menton, quand même assez solide. Lui, par contre, va chercher à lutter. Il va lutter surtout sur les frappe adverse, ce qui va poser problème ici parce que si Zalé s'avance pour envoyer des crochets au corps, Yoon ne pourra pas shooter à ce moment-là. En général, c'est comme ça qu'il fait, quand son adversaire arrive pour envoyer des crochets au visage, il se baisse et il l'amène au sol. Ici, ce ne sera pas possible. Il va travailler sur les kicks, beaucoup d'ILK, beaucoup de stop kick et de front kick en général. Donc là, et il ne recule pas. En fait, il ne recule pas parce qu'il va accepter le clinch, il va accepter le genou, il va chercher à amener au sol. Debout, lui, au niveau des frappes qu'il envoie, un très bon jab, vraiment son jab, il peut l'envoyer à plusieurs timings différents, ça va être très intéressant ici. Et un bon overhand aussi à souligner. Début, donc,
Au premier round, je ne l'ai pas vu faire d'in and out. Par contre, ça se développe au fur et à mesure. D'ailleurs, son coin lui conseille, entre le premier round et le deuxième round, de faire du in and out, vraiment de ressortir après ses frappes. Ce qu'il fait, en fait, il en est tout à fait capable. Donc, il va ressortir, ce qui va embêter ses adversaires quand ils veulent le contrer. Là où, justement, ça peut lui poser problème, ce sont les contres. Heureusement, donc, il ressort après. Donc là, il ne faudra pas qu'il attende le deuxième round pour ressortir après ses frappes. Le problème, de toute façon, de Youn, c'est qu'il va être, ouvert sur ses entrées. Et comme je l'ai dit, Zale, il est très bon là-dessus pour cueillir ses adversaires là-dessus. Il y a des problèmes, Youn, quand même, avec les frappes variées, les combinaisons variées. Zale, lui, s'en sort très bien là-dessus. Pourra lui imposer ça. Maintenant, ça ne le fait pas forcément tomber. L'avantage qu'aura Youn ici, le gros avantage, ça va être son allonge, parce que l'écart n'est pas forcément très important, mais par contre, Youn, c'est une de ses plus grandes forces. Il se sert très bien de son allonge. Comme je l'ai dit tout à l'heure avec les jabs, ça va poser problème. Encore un combat difficile à pronostiquer. A priori, ça partirait pour Zale. Mais j'ai peur que Zale manque d'impact. Pour la demi-finale, première demi-finale flyweight, Road UFC là, sur le bracket, on aura Agulali contre Bad Bayar. Et c'est un combat à ne pas rater, effectivement. Agulali a déjà une bonne fanbase en Chine. Il est très jeune, 19 ans. Et contre Saikia, il s'est retrouvé face à un adversaire qui se jetait sur lui. Il a su très bien s'en sortir. En fait, il est beaucoup plus mesuré que ce qu'on aurait pu croire malgré son jeune âge. Il est quand même talentueux, techniquement c'était propre, c'était vraiment beau à voir, et franchement, contre Bad Bayar, il a ses chances. Malheureusement, Bad Bayar, c'est quand même quelqu'un qui est encore plus agressif que Saikia, qui va à la bagarre. Alors certes, c'est très dirty, il est dans la dirty, mais voilà, il est capable de faire des choses qui sont pas très attendues. Yamushi a fait certes une erreur, et ça lui a coûté cher, mais en même temps, est-ce que c'était vraiment une erreur? Parce que si on regarde la séquence encore une fois, déjà, Bad Bayar, il va beaucoup travailler sur les crochets au niveau du premier round et au début du combat. Et là, sur cette séquence où il va envoyer son bras arrière direct, Yamushi qui recule, qui retente encore deuxième fois le bras arrière, troisième, quatrième fois, Yamushi qui s'était décalé sur le côté, se dit c'est bon, je peux rentrer, je peux remiser. Et là, Bad Bayar envoie encore une cinquième fois ce bras arrière qui connecte directement, en plus précisément plein menton. Donc, c'est pas un flouk. Je pense que Bad Bayar est très intelligent là-dessus. Mais voilà, c'est quelque chose qui n'était pas forcément prévisible, et du coup, ça crée cette situation. Donc, est-ce qu'Agulali sera dans la même situation où, je ne pense pas, parce qu'il aura quand même maintenant des informations quand même sur Bad Bayar, et je pense qu'il sera préparé sur son adversaire, et c'est qu'il va affronter. Et je pense qu'il est capable, au niveau de son camp et de son équipe, de préparer les combats, parce qu'il a l'air très professionnel pour un jeune homme de 19 ans qui va dans la cage. La grande inconnue ici concernant les deux combattants, ça va être les phases de sol et de grappling en général. On n'a pas vu grand-chose, on n'a pas vu beaucoup de choses, donc à voir ce que ça pourrait donner. Mais là, pour l'instant, c'est un combat à ne pas rater, parce qu'on va avoir enfin des réponses. Bad Bayar qui arriverait en finale sera très intéressant, parce qu'on va avoir vraiment du spectacle dans la cage. C'est quelqu'un qui vient vraiment pour la bagarre. Et alors que de l'autre côté, si c'est Agulali, Agulali, je pense que techniquement, il y a des choses déjà à montrer. Par contre, il est très jeune, je pense que c'est un peu tôt pour qu'il rentre à l'UFC, mais s'il arrive en finale, ça sera très bien, et peut-être qu'il nous montrera effectivement une étendue de son talent encore plus large que ce qu'on a vu jusque-là, et pour être très prometteur. Ou alors, on voit qu'il y a encore beaucoup trop de choses à travailler. Donc voilà, c'est très intéressant à voir pour la suite. Autre demi-finale chez les flyweight, ça va être donc Aronto, qui est là, qui continue du coup à tenter de rentrer à l'UFC. Après un échec au Contender Series, une réussite au quart de finale là, de Road to UFC, donc le voilà en demi-finale. Il va affronter un danger, selon moi, Yin Shuai. Yin Shuai, le chinois, qui est très solide au niveau du grappling, dangereux, on le sait, là-dessus, dans ce domaine, et qui s'est montré très intelligent dans ses quarts de finale contre Kei Yoshida, debout. Des bonnes combinaisons. Alors, à un moment, il s'était un petit peu énervé, un peu emporté, mais je pense qu'il est quand même capable de rester concentré sur son combat. Capable de modifier ses combinaisons, capable de faire des choses, comme je disais, très intelligentes. En face, Aronto, c'est beaucoup plus compliqué. Aronto, d'habitude, il combattait en bantam avant. C'est d'ailleurs en bantam qu'il a tenté de battre Elijah Smith au Contender Series. Lui était prévu au Contender Series. C'est Elijah Smith qui a pris un remplacement en short notice et qui l'a battu. Et c'était pas beau à voir, parce qu'Aronto, alors qu'il nous vient du kickboxing, il perd selon moi les 3 rounds, même si le deuxième est plutôt serré. Mais on voit beaucoup de choses qui vont pas. Alors déjà, il est provocateur, il est bagarreur. Ça s'est un peu arrangé, on l'a vu là, ce dernier combat où il était beaucoup plus une posture vraiment karaté, très particulière, avec des espèces de petits sauts saccadés pour s'avancer vers son adversaire. Ça me paraissait bizarre. Tendance à ne pas contrer en fait, c'est pas vraiment des contres, il faut vraiment que ça parte à la bagarre pour que les coups pleuvent. Ses entrées sont téléphonées, elles sont foirées en général,
c'est vraiment bof, quoi. Et en plus, on voit qu'il y a plein de choses qui vont pas chez lui. Il est très sensible lui-même, donc aux remises, aux contres, aux ruptures de contact. C'est vraiment juste de la bagarre. Alors, il avait l'air un peu plus... encore, je dis la bagarre. C'est-à-dire que si c'est l'adversaire qui se jette sur lui, étant donné sa posture, il est mal en point. Donc, ça avait l'air de s'être amélioré dans ce combat contre Tirto, mais voilà, le problème de Tirto, c'est que c'était vraiment un faire-valoir. Hein. Il servait vraiment là, il n'y avait pas d'adversité. Tirto n'était pas du tout au niveau. Déjà, Koto, c'est pas un gros niveau selon moi. Donc effectivement, le côté un petit peu bagarreur, est-ce que ça a posé problème à Yin Shuai? Peut-être, peut-être pas. Je pense qu'il y a quand même un avantage technique, ça peut partir en lutte, mais si ça part en lutte, donc parce que Yin Shuai va forcément chercher à l'amener au sol, hein. Il va finir au sol. Autant au niveau de la défense de takedown, ça va pas être bon du côté d'Aronto. Par contre, du côté de la défense au sol, c'est bon. En clinch même avant ça, en clinch déjà il est très bon, mais une fois qu'il sera au sol, il a une très bonne défense de soumission. Donc il n'y aura pas vraiment de danger pour lui dans ce domaine-là. Par contre, il va falloir qu'il tente de se relever. Mais voilà, est-ce qu'il pourrait perdre sur des positions où il serait en dessous au sol? Savoir, en tout cas, debout, il risque de continuer de s'emporter jusqu'au 3e round. On sait qu'au 3e round, il peut continuer en eau trouble à chercher la bagarre. Il est très résilient. Il faudra se méfier du côté de Yin Shuai de ses entrées parce qu'il a un très bon jab en contre-entrée à Ronto. Donc il faudra se méfier de ce bras avant. En termes de prédiction, honnêtement, Yin Shuai me semble beaucoup plus technique et avoir vraiment un avantage. Comme je l'ai dit déjà pendant les quarts de finale, voilà, danger au sol et intelligent debout. Donc ça peut être prometteur pour la suite. À Ronto, je trouve qu'il y a vraiment trop de lacunes techniques. Voilà, encore une fois, on va se retrouver avec quelqu'un qui va avoir un profil un peu bagarreur, qui peut l'emporter là-dessus d'ailleurs. Et ce serait marrant si en face, Bad Bayar battait Agulali. On a un peu la même situation dans l'autre demi-finale. Et dans ce cas, on se retrouve avec 2 bagarreurs en finale, à voir. Mais vraiment, pour moi, le plus intéressant, le plus enrichissant, à voir, ce qui pourrait être vraiment plaisant pour moi, c'est de voir justement Agulali contre Yin Shuai. Bon, ça serait une finale 100% chinoise, mais les deux, vraiment, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont donner par la suite. Alors que Bad Bayar et Tao, bon, j'avoue que les deux, j'ai l'impression d'avoir déjà fait le tour, en fait. Hein. J'ai pas l'impression qu'il y ait grand-chose encore à voir de leur côté. Catégorie lightweight, bon bah là vous connaissez déjà mon favori, hein. Il y a Wei Ren, bien sûr, qui là affrontera Sung Woo Kim. L'autre combat c'est Marfan, l'Australien, qui affrontera Park, le Coréen. Ils sont très jeunes, hein, tous les deux d'ailleurs, Marfan 25 ans, Park 23 ans. C'est bien ça. Et donc Marfan qui partait quand même gros underdog hein, lors de son quart de finale, qui s'en est très bien sorti. Alors dans ce match-up, j'ai du mal quand même à départager tout ça. Ils ont des points communs, les bons coups de genoux, là, les genoux ils travaillent très bien dessus, avec les coudes aussi. Très solide à Marfan hein, sur ses coudes, attention à ça. La grosse différence entre les deux, on va dire que ça va être au niveau du grappling. D'un côté, Park, ouais, alors, au niveau de ses takedowns, ils sont très vifs, hein, vraiment bien timés, bien exécutés. Il n'y a rien à redire dessus, mais alors, à l'offensive au sol, les transitions sont pas bonnes, c'est vraiment pas du haut niveau. Il n'y a pas de réelle menace au sol, il verrouille mal, vraiment, il peut pas finir. Alors que de l'autre côté, Marfan, lui, c'est une menace au sol. Debout, qu'est-ce qu'on va avoir? Une bonne gestion des distances, un bon footwork hein, du côté de Park. Analyse son adversaire, il profite bien de ses points forts, une bonne gestion de la distance. Du côté de Marfan, le problème, c'est que... troisième round, il perd en responsabilité défensive. Il n'y a pas grand chose à dire hein, du côté de Marfan, il travaille sur les crochets, mais il est lui-même sensible aux crochets. Pour quelques kicks, des bons clinch. En fait, pour amener au sol, il fait une feinte, lui, de frappe. Et se méfier quand même, il peut sortir cette uppercut surprise. Voilà, ça peut surprendre du coup, comme son nom l'indique. Ce côté, Park, le point faible, ça va être le mimétisme. En fait, il va reproduire les frappes de son adversaire dès qu'il en reçoit une, quelle qu'elle soit. Donc ça, une fois que c'est vu, c'est prévisible. Difficile pour moi de départager les deux hein, sur ce match-up. Debout, un avantage pour Park. Au sol, un avantage pour Marfan. Voilà, je sais pas comment ça va se dérouler, ce combat. Je dirais vraiment pour un pronostic, Marfan, mais voilà, il n'y a pas de garantie derrière. L'autre côté, l'autre combat, ce sera Wei Ren, j'ai dit, contre Kim Sang-wook. Et ben là, voilà, la prédiction est déjà toute faite pour moi, c'est Wei Ren. Kim qui a 31 ans, qui a une posture un peu de karaté, qui a une bonne défense au sol. Tous les deux sont très réactifs, hein, c'est kiffant à voir hein, debout. Kim, trop de points faibles. Alors, de points faibles.
il a des réponses à son adversaire en général. Alors je me base seulement sur les quarts de finale que j'ai vus, mais voilà. Après, sinon, il se répète. Il n'a pas eu d'adversité. Lui, en quart de finale, son adversaire était vraiment nul. Pourtant, il fatigue déjà à la fin du deuxième round. Il n'y a pas d'impact dans ses frappes. Donc voilà, gros problème quand je dis qu'il se répète, c'est surtout, Rennes, lui, il a une très bonne lecture sur son adversaire, il est capable de s'adapter. Donc là, il va pas pardonner. Rennes qui rend coup pour coup, qui est très bon à box range, il se maintient à box range. Il varie ses frappes, il varie ses crochets, de bonnes combinaisons. En général, pour se défendre contre les amenés au sol, on l'a vu faire un très bon Wither. Très bonne guillotine aussi. Il a livré une excellente performance pour les quarts de finale, donc je suis assez confiant pour lui, non seulement pour les demi-finales, mais également pour la finale. Du côté des bantams, c'est pas si mal que ça en fait, parce que c'est vrai que j'étais resté sur les featherweight et les flyweight, mais les bantams, il y a quand même des belles choses. On va avoir d'un côté Nguyen contre lui, et de l'autre côté Solong Gangbo contre Shin Kae-jong. Nguyen, bonne performance en quart de finale. Beaucoup de choses à mettre à son crédit. Du côté de lui, Lawrence Lui, qui est hongkongais et qui s'entraîne au City Kickboxing. Alors des bonnes frappes directes, une bonne lecture sur l'adversaire, des bons gros coups d'un bien sale à close range et en clinch. Des bons jabs, attention, du coup sa lecture lui permet d'avoir de bonnes contre-entrées là-dessus. Par contre, voilà, des choses qui vont pas. Ces takedowns qui sont laborieux, on sent qu'il y a un gros déficit technique en lutte offensive. Sachant qu'en face, Nguyen, il y a une très bonne défense de grappling. Des problèmes de défense également debout du côté de lui. On sent qu'il n'a pas vraiment le niveau UFC, même s'il peut montrer quand même de bonnes choses. Problème de distance, il gère très mal au troisième round. De son côté, Nguyen, donc beaucoup de bonnes choses. Des bonnes feintes, bonne distance. Donc le bon sprawl également pour se défendre. Justement, je pense que des takedowns de lui seront bien annulés par le sprawl de Nguyen. Le push kick nous a sorti Nguyen qui fait très mal. Ça peut impressionner, ça aussi, c'est pas forcément si habituel que ça. Il est, je trouve, patient, impactant, précis. Maintenant, il a aussi ses défauts, il a tendance à s'emporter, vraiment problème de changement de rythme aussi de l'adversaire. Toujours se déplacer aussi dans la cage un peu dans le même sens. Faut voir si lui peut proposer ce changement de rythme et être patient, puis d'un coup passer à l'agression comme ça et surprendre Nguyen. J'en doute, je pense qu'Nguyen remportera ce combat. L'autre combat, ça va être beaucoup plus clair, quand je vais vous faire un descriptif des combattants, vous allez tout de suite comprendre qui est mon favori. Donc d'un côté, Solong Gangbo, qui est très jeune, 19 ans, sur un win streak de 8 victoires, voilà, considéré comme un striker. Donc il est chinois, avec une bonne fanbase, là je pense que ça va s'entendre. En face, Shin Kae-jong, dit le Cobra, qui vient de Singapour. Et là, Xiong, quelques petits points qui vont pas. Déjà, les amener au sol qui sont laborieuses. Il est dit, avoir une ceinture noire en JJB, mais son sol, c'est pas ça du tout, quoi. Je trouve pas bon au sol. Debout, il y a un manque de variété. Il n'arrive pas à trouver les angles. Il a un problème de distance. Il est très répétitif. Il est vraiment lisible sur toutes ses entrées. Vraiment, au troisième round, c'est cuit. Il n'a pas du tout le niveau UFC. Il est beaucoup trop limité. En face, Solong Bro. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur son jeu debout. Ouais, voilà, c'est une 2 là sur le recovery adverse, très intelligent. Ce côté, je fais un feint, uppercut, cancel, le gros check hook, les bons crochets au menton, ce bounce back in, ce bounce back side, c'est vraiment varié. Bonne combinaison remise, des bons jabs, il y a tout ce qu'il faut. Très bonne gestion de l'espace, une bonne lecture, les bons angles. Une anglaise variée, il est impactant, il est impressionnant. Le seul souci au tableau, c'est que je n'ai aucune idée de son niveau en grappling. Donc voilà, Solong Bro pour moi par favori là-dessus. Et en plus de ça, en plus des 8 combats que représentent donc ces demi-finales, l'UFC a décidé de rajouter 2 combats qui ne sont pas des Road to UFC, ce sont des combattants qui sont passés par le Road to UFC et qui vont combattre, mais au lieu de les faire combattre le lendemain à Shanghai, ils ont décidé de les mettre là sur la carte en co-main et main event. Bon, ça fait bizarre parce que ça mélange un petit peu de deux événements, mais ok. D'un côté, premier combat, Tumen Demberel en co-main event. Il vient de Mongolie, il était passé par les Road to UFC en 2023. J'ai changé mon regard sur Tumen Demberel, bien sûr, après son combat contre Carlos Hernandez à Macao l'an dernier. Parce que à la base,
Bon, je suspectais une fraude, hein. Je me disais, voilà, il a pas été, c'est pas top, un flyweight qui fatigue vite, qui propose pas grand-chose, qui est tellement ouvert au crochet en contre, ça passait pas pour moi. En fait, enfin ouais, il y avait quoi, ce combat contre Kouiram qui était vraiment pas, voilà, qu'il avait gagné par split. Enfin, j'étais vraiment pas convaincu par lui. Et en fait, il s'avère que contre Carlos Hernandez, il a quand même fait une bonne prestation. Alors, il perd à la split. Mais voilà, on a vu quand même des bonnes choses. Il y a toujours des mauvaises choses, mais il a quand même sa place dans le roster, même si c'est dans le ventre mou. Voilà, et là, ce sera en face de Terence Saturn, un Américain que je ne connais pas du tout. Donc je peux pas du tout dire ce que ça peut donner. Je sais pas si c'est juste là, ce co-main event et ce main event, c'est juste des combats qui sont là pour faire valoir les combattants qui sont passés par le Roto FC pour dire voilà, vous voyez, c'est une compétition qui amène des grands combattants. Donc là. Oui, peut-être que c'est juste un faire-valoir en face, je sais pas du tout. Je sais pas du tout, ou peut-être que c'est juste pour l'envoyer bouler, c'est-à-dire qu'ils vont lui mettre un tueur et qu'il va se retrouver avec 2 défaites et qu'après ils vont le dégager, donc je peux pas dire. Je sais pas, je connais pas. L'autre combat par contre, le main event, oh putain, quel main event, ça je l'attends. Parce que c'est Chiming, et Chiming vous me connaissez, c'était ma favorite l'an dernier pour les Road to UFC. Là où tout le monde la voyait pas, on la mettait de côté et tout machin, ils avaient Dieu que pour d'autres, notamment pour Feng. Non, moi je voyais un potentiel, techniquement c'est fou parce qu'elle a une personnalité toute timide qui va de pair en fait avec son côté ultra discipliné. Et comme elle a un bon coin, jusque-là en tout cas pour le Road to UFC, c'était vraiment le coin qui donnait les bonnes consignes. C'est très bien gérer les combats, très bien gérer ses adversaires, techniquement c'est propre. Il y a son petit parcours aussi à côté que le FC aime bien vendre et tout, parce qu'elle est docteur, quelque chose comme ça à côté, et puis elle a décidé de cacher à ses parents qu'elle voulait faire du MMA. Mais voilà, c'est sa personnalité qui fait qu'on considère qu'elle a voilà, c'est une tueuse avec un visage de bébé. Voilà, c'est ça, c'était ce qu'ils essayent de vendre. Et c'est à peu près ça. Alors bien sûr, pour savourer Chiming, c'est difficile si on voit juste les highlights, c'est pas ça. Il faut vraiment voir le combat en entier. Par exemple, son combat contre Feng. Mais il y a d'autres combats comme ça avant. Voilà, tout se joue dans cet interround entre le deuxième et le troisième round, et c'est là où il y a un changement, quoi. Juste, elle applique ce qu'on lui dit, quoi. Donc, quand son coin lui dit, oui, tu gères bien le combat, mais est-ce que tu peux être juste un petit peu plus agressive, et qu'elle a toute timide à faire, oui, je peux. Et puis, quand on voit le troisième round, voilà, est-ce que ça va donner. En face, ce sera Bruna Brasil. Alors, Bruna Brasil, la brésilienne, c'est un peu plus compliqué parce que c'est vraiment une bonne combattante, une combattante moyenne, je trouve que voilà, on peut la mettre dans le top 20, top 15 hein, chez les flyweight. C'est plutôt bon, sauf que voilà, dernièrement, là, avec ce partenariat entre guillemets avec les coachs des Fighting Nerds, pour moi, ça va pas. Pour moi, c'est à cause, et je le dis clairement, hein, c'est clairement à cause de Caio Borraio qu'elle a perdu son combat contre Kang Wang. Les consignes étaient pas bonnes, le game plan était pas bon, c'était pas du tout ça qu'il fallait faire. Donc voilà, maintenant c'est une très bonne combattante, je trouve que c'est un bon défi hein, pour Chiming, là, de tout de suite, son premier combat officiel, hein, depuis qu'elle a le contrat, donc, de tomber contre Bruna Brasil, c'est chaud quand même, c'est pas n'importe qui, Bruna Brasil, faut pas la sous-estimer. Donc voilà, tout comme il faut pas sous-estimer Chiming, c'est ça qui est marrant, c'est ça qui est bien dans ce matchmaking du coup. Je dis pas que Chiming va arriver au sommet de la KT et être championne, hein, quand je dis que j'apprécie cette combattante. Il y a un côté particulier chez elle, de ce côté ultra discipliné, avec cette personnalité timide, et qui peut d'un coup, en une frappe, éteindre la lumière, l'envoyer avec la civière loin, quoi. C'est à l'hosto direct. C'est ça qui est marrant, enfin marrant, entre guillemets, hein, pas pour l'adversaire, mais c'est assez particulier à voir. C'est rare qu'on voit ça vraiment dans la personnalité des combattants à ce niveau-là. J'attends de voir avec impatience ce main event de ce Road to UFC. Donc voilà, il me tarde de voir ces demi-finales, de voir toute cette soirée, et on parlera après de la soirée du lendemain hein, à Shanghai encore, mais dans une autre salle cette fois-ci.